Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur mer et océan, un monde maritimisé, dans le programme de 4e géographie. Alors d'abord un petit point sur le programme pour voir où nous en sommes. Donc ici nous sommes dans le thème 3, donc celui qui va nous occuper tout le 3e trimestre, qui s'intitule Des espaces transformés par la mondialisation, avec 3 sous-thèmes. Alors évidemment mer et océan, ce qui va nous occuper aujourd'hui, mais ensuite 2 territoires qui ont été modifiés, transformés par la mondialisation, les États-Unis et un ensemble géographique africain au choix du professeur. Donc voilà, nous en sommes un petit peu dans ce programme. Alors nous allons étudier un exemple. Alors il n'est pas obligatoire de faire une étude de cas dans ce chapitre, mais pourquoi pas. Alors nous allons étudier un navire qui a une particularité très particulière, très impressionnante, qui est, donc nous allons étudier le MSC Gulsun. C'est le navire qui est représenté ici sur la photographie. Alors le Gulsun, c'est un bateau qui a été livré en mars 2019 par les chantiers navals Samsung. Samsung, c'est une entreprise qui doit vous parler. Samsung ne fabrique pas que des navires, elle fabrique des téléphones et toute une série d'autres produits électroniques. Et donc Samsung en Corée du Sud a livré ce navire en 2019. Donc c'est la propriété de Mediterranean Shipping Company, MSC, d'où le sigle qui est sur la coque ici. C'est le propriétaire, le groupe d'armateurs, les armateurs sont des propriétaires de bateaux, d'origine italo-suisse, qui possède désormais ce bateau qui a voyagé la première fois en juillet 2019. Alors pourquoi parler du MSC Gulsun aujourd'hui? Parce qu'il a une particularité très impressionnante, c'est sa taille. Le MSC Gulsun est le plus grand navire qui ait jamais été construit sur la planète. Alors le record sera sûrement battu très rapidement, mais enfin en tout cas c'est le navire il n'y a pas eu de navire plus grand dans toute l'histoire de la navigation. Donc il mesure quasiment 400 mètres de long pour 62 mètres de large. Donc voilà les dimensions très impressionnantes de ce navire. Alors comparons-le à d'autres objets de grande taille. Alors ici en jaune vous avez le MSC Gulsun, donc 400 mètres sur 62 mètres, je vous le rappelle. Si on devait le comparer à quelque chose, ça correspondrait à 4 stades de foot. Donc si vous voulez courir le long du Gulsun, c'est comme si vous couriez 4 longueurs de stade. Il est plus grand que l'Empire State Building, qui est le plus grand gratte-ciel, enfin un des plus grands gratte-ciel des États-Unis aujourd'hui. Et puis il est plus grand également que la Tour Eiffel. La Tour Eiffel ne mesure que 324 mètres à comparer aux 400 mètres du Gulsun. Alors certains vont me dire, et le Titanic est le plus grand navire. Non, le Titanic était le plus grand navire à sa construction en 1909. Mais il ne mesurait que 269 mètres de long, 400 mètres pour le Gulsun, 28 mètres de large pour le Titanic, 62 mètres pour le Gulsun. Donc nous avons bien le plus grand navire de tous les temps en circulation. Et il a été inauguré en 2019. Alors pourquoi parler du Gulsun aujourd'hui? Eh bien parce qu'il s'insère parfaitement dans notre thème général qui est celui de la mondialisation. Alors je vous rappelle rapidement ce qu'est la mondialisation, parce que c'est un thème qui est une définition qui est assez difficile à acquérir. Donc je vous la relis d'abord, et puis ensuite on va essayer de l'expliquer et la décomposer en 2-3 idées. Alors la mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des échanges économiques, humains, des idées, favorisés par la révolution des transports aériens et maritimes. Donc, si on devait résumer de manière plus simple, qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, c'est l'explosion des échanges économiques entre tous les continents. Entre l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Amérique. Donc ici, une explosion des échanges économiques. Cette explosion des échanges économiques a amené une transformation des sociétés des territoires, donc ça on le verra avec l'Afrique et avec les États-Unis qu'on étudiera juste après ce thème. Et puis, comment expliquer cette augmentation, cette explosion des échanges économiques? Par un phénomène très particulier, qui est la révolution des transports, en l'occurrence maritime, et c'est dans ce cadre-là que le Gulsun pourra nous permettre de comprendre ce qu'est la mondialisation. Alors, pourquoi donc quel est le lien entre mondialisation et voie maritime? Eh bien, quelques petits points chiffrés. Alors, premièrement, d'abord, 80% des échanges économiques mondiaux sont réalisés par voie maritime. C'est absolument gigantesque, mais quand vous achetez un produit en Chine, la quasi-totalité vient par la voie maritime. 80% des échanges économiques sont concentrés sur la voie maritime.
Et puis, si on regarde ensuite les tonnages transportés par les bateaux, par la voie maritime, eh bien, il y a une augmentation continue du trafic maritime. Il y avait quasiment 2,5 milliards de tonnes de produits transportés par voie maritime en 1970. Nous en sommes aujourd'hui à 10 milliards de tonnes de produits échangés par voie maritime. Et donc, ce phénomène de concentration des échanges économiques par voie maritime et d'augmentation du tonnage, ça a un nom, ça s'appelle la maritimisation, c'est-à-dire le processus d'augmentation et de concentration des échanges par voie maritime. Donc, on va essayer d'expliquer ça. Il n'y a pas de mondialisation sans la voie maritime, il n'y a pas de mondialisation sans les bateaux, il n'y a pas de mondialisation sans le Gulsun. C'est le moyen par lequel la mondialisation va pouvoir se réaliser. Ce qui nous amène donc à une petite problématique. Comment la révolution des transports a permis la mondialisation? Et on peut la décliner d'une autre manière, mais finalement c'est la même chose. La mondialisation est-elle possible sans les porte-conteneurs? Un porte-conteneur, c'est typiquement ce qu'on va étudier aujourd'hui avec le Gulsun, qui est un porte-conteneur. Un conteneur, c'est la petite boîte qui est là, on en reparlera dans quelques instants. Et les porte-conteneurs, ce sont ces géants des mers qui transportent tout ce qui est échangeable dans le cadre de la mondialisation. Alors, nous allons d'abord commencer par voir ce qu'est cette révolution des transports. Je ne vais pas trop vous assommer de mots, mais on a parlé de la conteneurisation du commerce mondial. Bon, moi, révolution des transports, ça me va très bien. Mais voilà, donc nous allons parler de ces porte-conteneurs, de ce conteneur qui est illustré ici sur la photographie que vous avez en face de vos yeux. Alors, pour parler de ça, nous allons étudier un texte, comme c'est souvent le cas. Alors, je vais vous lire ce texte, et puis après, nous allons l'expliquer très rapidement. Alors ce texte est tiré d'un article de journal qui s'appelle Le Monde mis en boîte ou l'heure du conteneur. C'est extrait du journal français Les Échos, septembre 2014. Allez, on lit le texte. Cette révolution, on la doit en grande partie à l'américain Malcolm McLean. Cet obsédé de la compression des coûts et des délais d'acheminement se lance dans une nouvelle aventure. Le 26 avril 1956, 58 caisses sont chargées à bord d'un ex-pétrolier et livrées à Houston 5 jours plus tard. Résultat, le coût du chargement sur le pétrolier lui est revenu à 15 cents la tonne, contre 5,83 $ du fret en vrac sur un cargo de taille moyenne. Il est le vecteur de la mondialisation. En l'espace d'un demi-siècle, le conteneur a tour à tour bouleversé l'organisation du travail sur les quais, chamboulé la hiérarchie des places portuaires, permis une chute vertigineuse du prix des transports des marchandises et, in fine, rendu possible la délocalisation de pans entiers de l'industrie occidentale et le transfert de millions d'emplois vers des pays à plus bas coûts salariaux, la Chine au premier rang. Alors, le texte est décomposé en deux parties. La première partie est clairement historique, et elle vous parle de ce personnage-là qui s'appelle Malcolm McLean. Alors, je vous montrerai rapidement sa photographie et puis on en reparle dans quelques instants. Alex McLean, c'est le monsieur qui est ici. Et ce Alex McLean, c'est un industriel, il est propriétaire d'une entreprise de transport routier. Et il y a une chose qui l'agace particulièrement, c'est le temps que passent les ouvriers sur les ports pour décharger les bateaux et remettre la marchandise sur ces camions. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, donc ce qui fait que le transport maritime est d'un coût absolument exorbitant. Donc Malcolm McLean a une idée toute simple. Il achète un pétrolier qu'il transforme en porte-conteneur, et son idée à lui, elle paraît relativement simple, eh bien c'est de construire une boîte métallique. Alors il en construira 58, toutes de taille exactement identique au millimètre près, pour qu'elles puissent s'emboîter les unes avec les autres. Ce qui a un avantage énorme, eh bien au lieu de décharger les produits un par un, eh bien il suffira qu'une grue prenne la caisse et la pose directement sur ces camions. Alors je vous montre juste un petit tableau. C'est un tableau de 1875 de Claude Monet, un très très grand peintre français, qui s'appelle Les déchargeurs de charbon. Alors là on est sur la Seine, on est à Paris, mais ça vous montre comment on déchargeait les bateaux au 19e siècle.
Et bien là, par exemple, vous avez un bateau, une péniche qui transporte du charbon. Et bien comment est-ce qu'on vide les bateaux? Et bien une ribambelle d'hommes, des centaines d'hommes, avec un panier sur l'épaule, et puis on va vider le charbon sac par sac avec les centaines d'hommes qui travaillent ici. Alors là, vous avez un autre tableau d'Henri Gervex qui vous montre ces ouvriers portuaires. Alors on les appelait les coltineurs. Les coltineurs, ça a donné le mot se coltiner quelqu'un ou se coltiner quelque chose, ça veut dire porter quelque chose de très lourd. Et les coltineurs, donc, allaient vider le bateau de cette manière-là. Alors évidemment, ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent, il faut énormément de main-d'œuvre. Et donc l'idée de Maclean, ça va être de simplifier tout ça. D'abord charger dans une caisse, poser la caisse sur le bateau sera déchargé grâce à une grue et la caisse sera posée directement sur le camion. Donc il a réussi à baisser le coût d'un chargement, et donc il vous dit que la tonne de marchandises lui est venue à 15 cents au lieu de 5,83 $. Vous pouvez calculer, ça fait quasiment divisé par 30 le coût du fret, c'est-à-dire du transport de marchandises. Donc c'est ce que vous dit le texte ici, il n'y a pas de mondialisation sans le conteneur, il est le vecteur de la mondialisation, c'est-à-dire que c'est par lui que va se faire la mondialisation, puisque le coût, grâce au conteneur et au porte-conteneur, le coût du transport ne coûte plus rien. Le prix du transport maritime va s'effondrer, c'est le transport le moins cher du monde. À partir du moment où le prix du transport ne vaut rien, eh bien on va pouvoir déplacer des morceaux d'industrie, c'est ce qu'on appelle la délocalisation, on va pouvoir déménager certaines industries, comme l'industrie textile en France, qui est partie vers l'Asie. Autant le fabriquer en Asie où ça coûte moins cher, puisque de toute façon le transport ne coûte rien pour expédier ça vers la France. Et puis ensuite transfert de millions d'emplois vers des pays à bas salaire. Alors là on est en géographie, on n'a pas à avoir de jugement moral sur cela, on ne parlera pas du nombre de chômage que ça peut faire, des désastres sur certaines régions, on est en géographie, donc nous on étudie ce phénomène-là, mais évidemment on verra, il y a des aspects positifs et négatifs à cette mondialisation, ça on le verra quand on fera l'Afrique et les États-Unis. Pour l'instant, on garde juste cette idée-là. Il n'y a pas de mondialisation sans ces conteneurs. Alors, si vous comparez les deux images, alors ici, vous avez un port moderne, spécialisé pour les porte-conteneurs, avec ces grues géantes qui sont là pour vider les centaines et les centaines et les centaines de petites caisses, donc ces conteneurs. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a quasiment aucun ouvrier, tout est automatisé, presque tout est mécanisé, il n'y a quasiment plus d'ouvriers, à comparer avec ceci où vraiment là il n'y a rien de moderne, il n'y a pas de grue, tout se fait à la main. Donc c'est ça la révolution des transports qui est apparue grâce à ce monsieur Alex Maclean. Alors aujourd'hui les conteneurs c'est ça. En 2020, il y a eu environ 110 millions de conteneurs qui ont été transportés dans le monde. Il y a environ 5000 porte-conteneurs. L'un s'appelle le Gulsun. Il y en a 4999 autres. Et un conteneur transporte environ 500 à 3000 conteneurs par jour. Ça emporte même jusqu'à 10 000, 18 000. Voilà, c'est le cas notamment du Gulsun. Ici, à vide et chargé de ces conteneurs qu'il transporte essentiellement de la Chine jusqu'à l'Europe. Alors, dernier petit point pour cette révolution du transport, ce qui est flagrant, c'est que la taille de ces porte-conteneurs est de plus en plus impressionnante. Il y avait d'abord les premiers porte-conteneurs de la première génération, celle de Maclean. Là, ils mesuraient environ 135 mètres à 200 mètres. Aujourd'hui, nous en sommes quasiment à 400 mètres et ça va devenir la règle absolue. Alors s'il fallait retenir 2-3 idées de ce cours, donc première idée, il n'y a pas de mondialisation sans révolution des transports. Le Gulsun est le moyen par lequel va se faire la mondialisation. Deuxième idée, la révolution des transports, c'est essentiellement le conteneur, cette petite boîte qui a l'air absolument insignifiante, il fallait juste y penser, mais l'idée c'est que au lieu de charger, décharger, recharger, redécharger, eh bien autant tout mettre dans une boîte qui pourra aller du transporteur au bateau et du bateau au camion. C'est beaucoup plus rapide et moins cher. Et puis aujourd'hui, troisième idée, 80% des échanges économiques se font par la mer et ce chiffre est en constante augmentation. Alors,
Nous avons fini pour cette première partie. Il y aura une deuxième partie juste après. Il n'y a pas de géographie sans carte, donc nous ferons une petite carte dans la deuxième partie de ce cours sur Gulsum. Sur le Gulsum, nous devons suivre l'itinéraire d'un bateau et nous allons tracer sur une carte l'itinéraire du premier voyage du Gulsum. Merci à tous, donc ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve.